Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous vous remercions de votre présence ce soir pour inaugurer notre saison littéraire du Mémorial des martyrs de la déportation. Situé à quelques centaines de mètres d'ici, derrière Notre-Dame de Paris, à la pointe de l'île de la Cité, le Mémorial des martyrs de la déportation est d'une part l'œuvre majeure de l'architecte moderne Georges-Henri Pinguisson. Il est également un haut lieu de la mémoire nationale, inauguré en 1962. Il est surtout le lieu où sont évoquées les histoires et les mémoires de près de 170 000 déportés, hommes, femmes, enfants, depuis le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'heure de la disparition progressive des derniers témoins directs, et alors que les résurgences négationnistes menacent et salissent la mémoire de ceux qui ont vécu la déportation dans leur propre chair, le mémorial s'est doté d'une programmation pédagogique et scientifique afin d'apporter à ses visiteurs un contenu sans cesse renouvelé, au plus près de l'histoire, mais également de l'historiographie. Alors pourquoi une saison littéraire du Mémorial des martyrs de la déportation ? Eh bien parce que nous avons fait le choix d'aborder cette thématique aussi par le prisme de la création littéraire et artistique. Écrire, dire et transmettre, voici l'objectif de ce cycle de conférences dédié aux mots du siècle passé. Et ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Frédérique Naud-Dufour, qui est agrégée et docteur en histoire, qui a commencé sa carrière à la Fondation Charles de Gaulle. Elle fut la commissaire d'exposition du mémorial Charles de Gaulle, inauguré en 2008 à Colombey-les-Deux-Églises, puis conseiller mémoire du secrétaire d'État chargé de la Défense et des anciens combattants, avant de diriger le Centre européen du résistant déporté sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof de 2011 à 2019. Auteur de nombreux ouvrages historiques, elle préside le conseil scientifique du Mémorial national de la prison de Montluc et celui du monument mémoriel aux victimes alsaciennes et mosellanes de la Seconde Guerre mondiale. Elle nous présente ce soir son premier roman, La Villa Déjeuner d'or, en compagnie de Jean Lebrun, agrégé d'histoire, homme de radio et journaliste, qui a rejoint France Culture où il a produit et animé plusieurs émissions. Et depuis 2020, il anime les émissions Le Vif de l'Histoire et Intelligence Service sur France Inter. Je terminerai en vous précisant qu'une séance de dédicace aura lieu à l'issue de la conférence. Merci à tous les deux de nous honorer de votre présence. Bonne soirée à toutes et à tous. Frédérique Naud-Dufour, je vais commencer par l'intime. Alors, vous avez piloté le centre d'interprétation du camp de Natzweiler-le-Struthof. Vous avez écrit un roman, ça c'est la fiction. Mais je voulais commencer par l'intime, par un fait biographique que votre famille ici présente m'a aidé à concrétiser. J'avais vu né à Bujumbura, Burundi. Et votre père et votre mère m'ont précisé que vous étiez né dans ce pays au moment où s'y répétait un peu le grand génocide du Rwanda. Et c'était moins grave, ça s'est achevé moins mal, vos racines africaines ont demeuré. Et est-ce qu'il vous arrive de formaliser la question ? Quel rapport entre le lieu de ma naissance et mon activité d'aujourd'hui incessante ? Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que c'est une vraie question et j'en ai pris conscience assez tardivement. Et c'est vrai que je suis née donc au Burundi au moment où se déroulait ce qu'on peut appeler un génocide, puisqu'il y a eu quand même 250 000 morts, alors qui n'étaient pas des Tutsis, mais qui étaient des Hutus. Je suis née en plus le jour de la fête des morts, le 2 novembre, la Sainte Défunt. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour une seule naissance. Et le fait ensuite de consacrer une grande partie de ma vie aux morts, à la fois au camp de Natzweiler, mais aujourd'hui je passe ma vie avec mes 40 000 morts et disparus alsaciens et mosellans. Donc j'ai partie liée avec la mort et je crois qu'il n'y a pas tellement de hasard dans l'existence et que d'une façon ou d'une autre, j'ai appris à cohabiter avec eux. Et j'ai en réalité, j'ai une très grande affection pour les morts, pour les vivants aussi, mais pour les morts, parce que je trouve qu'ils ne peuvent plus vivre qu'à travers nous les historiens, surtout quand leur trace est perdue, et qu'on a donc un grand rôle et un grand respect à avoir vis-à-vis d'eux pour continuer à les faire vivre, continuer à vivre dans le souvenir et dans la parole des vivants. Donc oui, je pense que ça a une importance. Et d'ailleurs, quand
quand je dirigeais le Centre européen du résistant déporté, j'avais organisé une journée d'études sur ce génocide des Hutus au Burundi, parce que ça me tenait à cœur d'essayer de mieux comprendre ce passé qui, là, est très méconnu. Alors, ce centre européen jouxte le camp souche de Natzweiler, le camp du Struthof, et évidemment, vous n'avez pas l'intention dans ce livre, après tant d'années passées là-haut, de parler à la place des déportés. Peut-être de vous mettre dans leur tête, mais vous ne voulez pas vous exprimer à leur place. C'est de l'indicible. Moi, une fois, j'ai fait une visite du Struthof avec un des anciens déportés. Vous l'avez fait aussi, j'imagine, beaucoup plus souvent que moi. Il s'appelait Boris Pahor. C'était un écrivain slovène. Il avait près de 100 ans à l'époque. Il n'y a que les déportés qui peuvent parler en leur nom. Alors, vous avez eu l'idée de partir d'un lieu extrêmement visible du site et qui suscite des interrogations pour n'importe quel visiteur. Alors, vous avez l'enceinte avec les barbelés, la protection. On ne pouvait pas en sortir. Il n'y a eu quasi pas d'évasion de la partie murée par les barbelés. Vous avez, puisque c'était une station touristique avant-guerre, l'ancien hôtel, une salle en face, chambre à gaz, petite, tardive, mais chambre à gaz. Et puis entre les deux, là, sur le chemin, il y a une villa très belle qui est construite comme les fermes du pays, avec des murs épais, des toits à double pente, simplement des grandes baies vitrées. C'est une ferme modernisée. Et cette maison, on se demande ce qu'elle fait là. Et vous êtes parti d'elle. Oui, c'est vrai qu'elle est très intrigante. On dirait, dans ce décor, un peu une maison hantée aujourd'hui. Elle donne cette impression-là. Et j'ai toujours été intriguée par son incongruité totale. C'est-à-dire qu'elle est magnifique. C'est un bâtiment avec une architecture assez délicieuse, assez raffinée. C'est moins une ferme qu'un chalet, à l'époque où l'architecture de montagne commence à se répandre, ou en même temps que les sports d'hiver naissent dans l'Europe bourgeoise de la fin du 19e siècle. Donc c'est une jolie villa, je dirais très féminine dans son tracé, avec des détails qui sont quand même très troublants. Dans les fenêtres, dans les volets, il y a des chœurs qui sont creusés. On est dans un camp de concentration, on a une villa avec des chœurs, il y a une piscine. Enfin, tout ça est très troublant. La villa a précédé le camp. La ville, et voilà. Et c'est exactement le thème du roman, c'est-à-dire que la villa a précédé le camp, et c'est une métaphore pour dire que l'humanité a précédé la barbarie, ou elle a été concomitante, et que la beauté a précédé l'horreur. Mais c'est ça qui est terrible, c'est le sentiment de perte que vont inculquer les nazis, non seulement à cette villa, non seulement à ce lieu, mais à l'Europe tout entière, c'est de perdre quelque chose qui était beau, et de le gâcher pour toujours, et de le gâter, et de le pervertir. Donc c'est un roman de la perte, c'est un roman de la perversion. Ça m'a fait penser à la villa de Jules et Jim dans le film, où il y a des volets qui s'ouvrent comme ça sur la lumière, et où il y a trois personnages, un Allemand et des Français, qui cohabitent dans la joie. C'est même carrément un ménage à trois. Et Jeanne Moreau chante au pied du feu. Alors, la dame qui a construit cette maison, qui avait sans doute moins de charme physique et moins de réussite amoureuse que Jeanne Moreau, vous l'avez identifiée, vous en avez fait un très beau personnage. Oui, elle s'appelle Gretel et c'est elle qui est à l'origine du roman, puisque Gretel a laissé un journal en allemand, parce qu'elle était allemande, racontant sa vie. Et c'est ça qui m'a tout de suite bouleversée, en me disant que là, on a affaire à une personne qui a réellement existé, qui était une personne d'une grande générosité, une humaniste qui a voué sa vie à aider son prochain, et notamment des personnes handicapées dont elle s'occupait, et qui a eu ce projet de construire cette belle villa en 1913, à une époque où l'Alsace est allemande. Donc Gretel est allemande, dans une Alsace allemande. Elle construit cette villa, qui est la villa de ses rêves, la villa de son bonheur, dans un endroit magnifique, qui est au bord d'une station de luge. Et c'est tout ça qu'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais voir. Et Gretel a aussi perdu tout cela, parce que c'est une histoire de pertes successives. Avant même que les nazis écrasent tout,
il y a déjà eu des choses très violentes qui se sont passées. Dans la maison de Jules et Jim, il y a un Allemand et des Français. Après intervient la guerre et la maison ne pourra plus être occupée après la guerre. Et Gretel, elle est dépossédée de la maison après la victoire française et expulsée en tant qu'Allemande. Exactement. Ce que parfois on ne sait pas, c'est que les Allemands qui résidaient en Alsace avant 1918 ont subi en 1918 un traitement très particulier de la part de la France qui leur a donné 4 possibilités, enfin 4 cartes d'identité possibles, A, B, C ou D, selon la proximité de leurs racines allemandes, selon leur généalogie. Et tous ceux qui étaient considérés comme des Allemands de souche ont été expulsés très rapidement avec 20 kilos de bagages. Et donc, ils ont perdu leur maison, leur voiture, leurs entreprises, tout. Et c'est ce qui arrive à la famille de Gretel. Et je trouve que cette première violence qu'on impose à des populations civiles qui n'ont rien fait de mal, elle est annonciatrice d'autres violences bien pires qui vont être commises, mais elle prépare le terrain. Et tout dans ce roman est aussi une explication de l'annonciation et de la façon dont peuvent se préparer les génocides, dont peuvent se préparer les drames. Ils viennent toujours de très loin, que ce soit le drame de l'expropriation, que ce soit le drame du génocide. Alors, on ne retrouvera pas le personnage de Gretel. Elle va rejoindre l'Allemagne, elle ne va pas revenir dans cette maison qui n'est plus la sienne. C'est ce qui lui est arrivé que vous décrivez pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous dites que, s'occupant d'enfants handicapés, elle-même était devenue vraiment sourde. Elle a préféré les suivre plutôt que de les laisser aux nazis. Oui, elle a préféré prendre leur défense, ce qui va évidemment lui coûter extrêmement cher. Hein. C'est un acte de résistance de sa part ou de rébellion. Et on va voir que c'est un geste à la fois merveilleusement humain et pour elle tragique. C'est-à-dire que les nazis arrivent et veulent emmener les enfants et elle préfère les suivre, les enfants. Oui, ils font partie de toutes ces victimes du programme d'action T4 qui a été mis en place par les nazis à partir du déclenchement de la guerre pour éliminer les populations considérées en allemand, je le traduis, comme indignes de vivre, parmi lesquelles les sourds, mais également les personnes qui avaient des troubles psychiques. Alors après la Première Guerre, la France recouvrant l'Alsace et la Lorraine, ce sont des Français qui achètent cette maison, qui l'aménagent et qui construisent à grands frais une piscine. Et alors la piscine, elle est construite 1 an avant la guerre, comme la maison avait été construite juste avant la précédente guerre. Oui, c'est assez incroyable. Ces coïncidences de la chronologie, c'est-à-dire que Gretel construit sa maison en gros au pire moment, mais évidemment elle ne peut pas le savoir puisqu'elle va la perdre quelques années après. Et les Français qui achètent la villa, qui a été entre-temps placée comme séquestre de biens ennemis et revendue par l'État, décident de construire une piscine. C'est quand même, je dis juste en passant, une histoire assez hallucinante que de construire une piscine dans les Vosges à 900 mètres d'altitude, où il n'y a pas d'eau courante, et où il va falloir trouver un apport en eau qu'on va aller chercher dans le talus parce qu'il y a des sources. C'est de l'eau très froide, je tiens à le signaler. C'est un bassin de nage, ce qui montre qu'on est là aussi avec une famille de gens qui recherchent le sport, la pratique physique. Et cette piscine va rester, on peut toujours la voir aujourd'hui. Alors, il y a à proximité un grand terrain, une vaste propriété qui appartient à une famille alsacienne de paysans finaux, on va dire, qui ont senti les possibilités touristiques de cet endroit. Oui, c'est ça. Dès le début du XXe siècle, le fermier qui habite dans cette ferme, plus bas, en contrebas de la villa, comprend tout l'intérêt qu'ont les Strasbourgeois fortunés de venir sur les pentes de la montagne. Il construit une piste de luge. Il ouvre un bâtiment très important où il va louer des luges et des skis aux personnes. Et on verra l'avenir tragique, mais là aussi complètement hallucinant de ce bâtiment, qui était un bâtiment où on venait louer les luges et qui va devenir une chambre à gaz. Donc il loue ça, il ouvre une auberge. Et pendant la guerre, j'avance un peu dans la chronologie, mais on va voir que ce fermier qui a le sens des affaires continue à l'avoir pendant la guerre. C'est-à-dire qu'avoir à côté de lui un camp de concentration avec des milliers de personnes et des centaines de SS à nourrir, ça fait fonctionner les affaires. C'est un circuit très court. C'est très local. C'est le respect de l'environnement avant l'heure, tout à fait. Alors, je vous vois sensible à toutes les questions
qui se sont posées aux Alsaciens, qui ont connu le pire sort que les Français aient eu à traverser pendant l'occupation. Mais cependant, les Alsaciens n'apparaissent que comme des silhouettes dans votre livre. Vous n'avez pas voulu trop vous fâcher avec quiconque, ne les présenter ni comme victimes, ni comme entièrement victimes, ni comme entièrement accommodantes. Bon, ce n'était pas le sujet du roman et je pense que je me suis déjà suffisamment exprimée en Alsace auprès des Alsaciens pour qu'ils sachent que je ne les considère pas plus victimes que coupables et que je leur rappelle assez régulièrement que la situation d'annexion est problématique en termes mémoriels parce qu'elle n'aide pas les Alsaciens à se considérer en responsabilité de leur passé. Elle incite facilement, de même qu'en Autriche, qui a été annexée, à se considérer d'emblée comme une victime puisqu'on a été annexé. Et donc, c'est une position qui amène à se dédouaner très facilement. Et surtout qu'en 1939, quand la guerre éclate, ça on le sait aussi très peu, les Strasbourgeois et une partie des Alsaciens sont invités à partir par les autorités françaises. Et non seulement ils ont été annexés ou ils ont recouvré la nationalité française, enfin les différentes interprétations ont chacune leur validité, mais ils ont été abandonnés par l'armée française en septembre 1939. Oui, ils ont été abandonnés. Alors ça, c'est l'expulsion de toutes les villes et villages qui étaient le long de la frontière. Après, certains sont revenus, mais pas tous, parce que les Juifs ne sont pas revenus. Les gens indésirables, jugés indésirables par les nazis plus tard, ne sont pas revenus. Et puis en effet, ils ont été abandonnés au moment de l'annexion, où bien sûr il y a eu des protestations officielles, mais qui n'ont rien changé au sort de l'Alsace. Donc c'est vrai que la position alsacienne est particulièrement délicate et demande une grande prudence dès qu'on l'aborde. Moi, ce que je constate quand même, c'est une très grande méconnaissance de la part du reste de la France du sort de l'Alsace et qui engendre cette méconnaissance vraiment des maladresses considérables qui finissent par braquer les Alsaciens contre la lecture qu'elle reste du territoire de leur histoire. Alors, à l'automne 40, si je ne me trompe pas, les propriétaires français qui sont encore là, ils n'ont pas été... le mari habitait Strasbourg, la femme habitait le Strothof, donc ils n'avaient pas été déplacés vers l'intérieur du territoire, tous les deux ensemble en tout cas. Le propriétaire prend un bain glacé, là, dans cette piscine, et voilà qu'au-dessus de sa tête, il y a l'ombre d'un officier SS qui vient lui expliquer « C'est fini, monsieur, la villa est expropriée. C'est un bien militaire de première valeur qui doit être exploité au service de l'économie de guerre allemande. » Donc c'est la deuxième perte de cette villa, c'est-à-dire après avoir été perdue par Gretel, elle est perdue par ses propriétaires français de manière très brutale, puisque l'ensemble de la montagne est réquisitionné par les nazis aux fins d'y construire. Alors, ils n'expliquent pas aux propriétaires ce qu'ils vont construire, mais effectivement un bien qui va être nécessaire à l'expansion du Reich et à la vie du Troisième Reich. Qu'est-ce qu'on peut exploiter de manière économique dans la proximité immédiate du Struthof, des carrières de pierre? Voilà, c'est ça. Il se trouve que sur le sommet de la montagne, un ingénieur SS a repéré un filon de granit. Et là, on entre d'emblée, très rapidement, dans l'espèce de folie nazie qui consiste à faire exploiter ce granit par des esclaves, c'est-à-dire sans les payer, pour envoyer ce granit à Nuremberg, qui n'est quand même pas la porte à côté, afin de construire tous les monuments qui vont servir aux grandes mises en scène hitlériennes. Donc là, on entre déjà dans une espèce d'économie qui n'est plus du tout circulaire ou de proximité, mais qui est délirante et qui va, au fur et à mesure de la guerre, devenir de plus en plus délirante. Et le Struthof en est... En fait, c'est un condensé, c'est un petit monde qui condense cette folie nazie. Et cette ville-là, elle va être aussi ce qui condense les différents types d'êtres humains qui vont être en charge de cette politique nazie ou qui vont la subir. Alors, les différents types de SS, les gardes, ce n'est pas des SS, c'est des gens un peu de hasard, non? Les simples gardiens. Les gardiens sont membres de la SS Ils sont également. membres aussi de la SS. Ils sont membres de la les SS. simples gardiens. Oui. Et alors les sous-officiers et les officiers, bien sûr. Et puis au sommet, habitant la villa, un commandant. Alors il y en a eu 4 ou 5, et vous avez condensé les caractéristiques des uns et des autres dans 2 personnages symétriques.
Voilà, j'ai fait un peu de pâte à modeler, si on peut dire, avec des idéotypes ou des caractéristiques que j'ai puisées non seulement chez les 5 gardiens, chez les officiers du Struthof, mais également chez d'autres SS. Ce qui m'intéressait, c'est que cette ville-là, ce qui est troublant, c'est qu'elle est un cadre unique. Elle reste cette belle ville-là, elle garde ses caractéristiques, elle garde sa belle rampe en noyer, elle garde son poêle en faïence verte, et on voit se succéder une humanité qui est très différente au fur et à mesure des années. Et ce qui m'intéresse, c'est comment les êtres humains peuvent présenter une telle variété de caractères ou d'intentions dans un même lieu, et du coup transformer le lieu où ils habitent et avoir une influence sur lui. Et cette villa qui était le lieu des réceptions du temps des Français, des lieux de mondanité, va devenir, avec ses commandants qui y habitent et dont on suit la vie quotidienne. C'était aussi l'occasion d'entrer dans l'intimité d'un SS, ce qui a été un exercice particulièrement difficile puisqu'il a fallu que je me mette à vivre ou à réfléchir comme un nazi, ce qui n'est pas dans ma nature première, et que j'essaye de m'imaginer comment il réfléchissait, comment il parlait. J'ai fait un gros travail sur le vocabulaire des nazis qui inventent une novlangue pour exprimer leurs idées. Et donc tous les dialogues des nazis qu'on entend dans ces pièces, on entend des bruits résonner et on les voit manger, on les voit se laver, on les voit faire l'amour avec leurs femmes, on les voit aller dans la piscine, aller aux toilettes. Les toilettes jouent un rôle très important. Et j'ai voulu que chacune des pièces de cette villa devienne l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur une réalité. Alors les nazis ne considéraient pas leurs adversaires comme appartenant à l'espèce humaine, mais moi je note que vous employez le mot humanité, c'est une espèce d'humanité, enfin ils appartiennent à l'espèce humaine, c'est ça l'énigme dans laquelle il faut pénétrer. Primo Levi, il a passé toute sa vie à se demander comment, pourquoi, de quelle manière les nazis appartenaient à l'espèce humaine. C'est tout à fait ça. Ils appartiennent à l'espèce humaine. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer en les montrant en train de vivre dans ces lieux. On les voit avec leurs enfants, comme ils éduquent entre guillemets leurs enfants. On les voit qui parlent de littérature, le cas échéant, qui jouent du piano. Donc ce sont des êtres humains. Et c'est ça qui m'intéressait tout particulièrement de montrer là. Et c'est pour ça aussi que dans le roman, à la fois par goût personnel, mais aussi parce que ça servait ce propos, j'ai donné une grande place aux animaux. Parce que finalement, dans ce roman, on voit des humains, les nazis, qui se bestialisent d'une manière extrême, qui deviennent des prédateurs absolus, des prédateurs des ressources naturelles, prédateurs de l'économie, prédateurs des êtres humains, prédateurs des femmes. Et puis, on voit des animaux dans ce livre qui, au contraire, peuvent paraître plus humains que les êtres humains. Je pense à ce chien jaune qui fait Alors de la le chien jaune, il appartient au cocher du village voisin. Voilà, et c'est un chien jaune que j'ai rencontré dans les archives. Comme quoi, vous le savez, quand on est historien, on fait toujours des rencontres insolites dans les archives. C'est quelque chose qui peut sembler très austère de chercher dans les archives, mais on rencontre, il se passe toujours des choses incroyables. Et un jour, aux archives de la commune de Natzwiller, je tombe sur une lettre en allemand d'un des commandants SS du camp au maire de Natzwiller, lui disant « Écoutez, maintenant, il y en a marre. Il y a ce chien jaune, Gelber Hund en allemand, qui n'arrête pas de vagabonder dans les rues. Il a failli renverser plusieurs fois notre convoi. Si je le revois la prochaine fois, on lui met une balle. » Et je me dis, mais c'est pas croyable, ce chien jaune, c'est un chien résistant, c'est un chien qui incarne une forme de rébellion et de liberté absolue. Et donc, ce chien jaune revient à plusieurs reprises dans le roman. Et puis on a d'autres animaux comme ça qui incarnent. Je fais juste une parenthèse, ça c'est vous parlez d'archives rédigées en allemand, mais reconnaissez quand même la dette que vous avez vis-à-vis de votre père qui va explorer les archives en français, voilà, qui vous a formé à l'histoire, parce que lui-même est professeur d'histoire. Exactement. Oui. Je vous ai interrompu. Non, c'est vrai, vous avez raison, je dois beaucoup à cet héritage. Et alors malheureusement, il ne parle pas allemand, donc je ne peux pas l'envoyer chercher les archives en allemand. Ça, c'est dommage. Il y a aussi qui veille sur la maison, enfin qui marque le souvenir des occupants français, un animal, un tétraède qui avait été chassé par les propriétaires français, empaillé, quoi, qui est là, qui fixe de son œil l'espèce humaine, voilà, dans ses bizarreries et dans ses horreurs.
Exactement. Alors c'est vrai que la chasse joue un grand rôle dans le roman, parce qu'elle est aussi une manière de dire ce rapport de l'homme à ce qui l'entoure, ce rapport de prédation, parfois ce rapport de cruauté également. Il y a des scènes assez dures sur la chasse. Et ce grand tétras, effectivement, ça m'a toujours fasciné aussi, les animaux empaillés, parce qu'ils sont là sans être là. On leur redonne une forme vivante alors qu'ils sont complètement fixes. Et puis ils nous observent avec leur œil glauque. Et donc ce grand tétras est le témoin de toute l'histoire. Donc il est là quasiment du début à la fin. Et à travers ses yeux immobiles, on constate effaré ce qui est en train de se produire. Et on devient le grand tétras, c'est-à-dire on ne peut rien dire, on n'en croit pas nos yeux. De toute façon, les yeux sont immobiles. Mais ce qui est en train de se passer est en train de se passer. Et c'est vrai. Et donc ce grand tétras, qui finit très mal d'ailleurs. Et puis le grand tétras, n'oublions pas, c'est aussi un peu une leçon, c'est un animal qui, comme beaucoup d'animaux, se fait chasser ou se fait tuer au moment de la parade d'amour. Et donc il y a une espèce de paradoxe extrême qui est que cette parade d'amour, elle vise pour lui à trouver sa femelle pour se reproduire, et c'est le moment où il est le plus vulnérable et où il se fait tuer. Donc vous avez eu raison de choisir comme angle la maison. J'allais dire que c'est commode, enfin que ça fonctionne, quoi, que c'est un cadre où peuvent se déployer la plupart des réflexions que vous voulez mener. Cependant, comment décrire le camp ? Si on quitte la maison maintenant, le camp. Alors j'ai essayé de m'en tenir à un espèce de principe théâtral, c'est-à-dire une unité de lieu, pas l'unité de temps, mais l'unité de lieu, c'est-à-dire de vraiment rester dans les murs de la villa. Mais évidemment, je dois prendre quelques libertés pour essayer de décrire ce qui se passe autour. Comme vous l'avez très bien dit, j'ai refusé strictement de faire un roman sur les déportés, pour lesquels j'ai beaucoup trop de respect pour inventer quoi que ce soit à leur sujet, et je me serais sentie honteuse de faire ça. Mais il fallait quand même que je les montre. Donc, d'abord, on voit le camp par les fenêtres de la villa. On le voit en train de se construire. Et je parlais des toilettes tout à l'heure. Quand on se promène dans cette villa, ce que j'ai fait souvent, à l'étage, il y a des toilettes, comme dans toute maison. Et dans ces toilettes, il y a une lucarne. Et quand on est un homme et qu'on fait pipi debout, on a les yeux devant la lucarne. Et qu'est-ce qu'on voit devant la lucarne ? On voit l'enceinte de Barbelé-du-Camp, on voit les miradors. C'est-à-dire que c'est la première chose qui m'a choquée et peut-être qui m'a aussi incité à écrire le livre, c'est que je me suis dit, le commandant qui habite dans cette villa, quand la nuit, il se réveille et qu'il va aux toilettes, dans la nuit, dans le noir, il voit au loin les projecteurs allumés, il voit les patrouilles qui circulent, et c'est deux mondes qui se font face. Les autres dorment dans le froid, sont en train de mourir, et lui, il est dans sa villa bien chaude. Et donc c'était un moyen de montrer le camp. Et puis on a quand même quelques scènes où les gens de la villa s'approchent des barbelés du camp, notamment les enfants du commandant qui vont frôler les déportés. Ou bien quand le commandant avec sa maîtresse part à la chasse dans les bois alentours. Donc on frôle toujours ce camp, ou alors le camp vient à nous, c'est-à-dire qu'il y a cette scène où on voit un chariot, un char même, qui transporte le four crématoire. Parce qu'il a fallu bien que ce four crématoire arrive au camp, il soit transporté et qu'il passe en faisant trembler le sol devant les fenêtres de la villa. Et enfin, le dernier moyen pour moi de faire entrer le camp dans la villa, c'était les déportés eux-mêmes, que je n'appelle jamais les déportés, je les appelle comme les appelaient les Allemands, qui ne les appelaient pas des déportés ni des prisonniers, mais qui les appelaient en allemand die Stücke, que j'ai traduit par unité de travail, c'est-à-dire des éléments, voilà, des éléments comme des éléments d'un puzzle, et qu'on voit comme des ombres sans visage, avec leurs numéros, je donne leurs numéros, et on les voit qui passent comme ça dans le décor, on les voit souffrir, on les voit être torturés, on les voit mourir, mais on les voit toujours du point de vue des SS. Alors le camp n'est pas très grand, il est étagé, avec des baraques en parallèle, entouré d'une palissade et de barbelés. Moi, le premier souvenir que j'ai du Strothof, une fois où j'avais fait une émission au petit matin, où j'arrivais à 6 heures, c'était la nuit encore noire, le froid, parce que c'est quand même un endroit glacial, et les chiens, parce qu'il y avait des bergers allemands qui étaient là pour garder le camp contre les intrusions des révisionnistes, extrémistes de droite ou autres qui voulaient expliquer sans doute sur les palissades que c'était un décor et une fabrication. Les chiens, il y en avait autour.
Il y avait 3 variétés de chiens, je crois. Au Strothof, il y avait un chenil. Ah oui, à l'époque des nazis, en effet, il y avait un chenil. Et pour moi, ce chenil était très intéressant parce qu'il est situé entre la villa et l'enceinte de Barbelé. Aujourd'hui, on ne voit plus de traces de ce chenil, mais il y avait un bâtiment où étaient enfermés les chiens. Et ces chiens, c'était aussi pour moi, extrêmement intéressant et très choquant. C'est-à-dire que Stegman, qui a fait sa thèse sur le camp de Natzweiler, donne en annexe de son livre un document que j'ai très souvent lu à des élèves, qui est le règlement intérieur du chenil, et qui explique au maître chien SS comment il faut nourrir le chien, combien de calories il doit avoir s'il fait tel exercice, ou s'il a tel âge, ou si la chienne est enceinte. Ils expliquent que la gamelle doit être toujours très propre. Ils expliquent qu'il faut immédiatement appeler le vétérinaire si le chien est malade, et que tout non-respect de cette règle sera sanctionné très durement. Ce qui signifie, bien sûr, vous l'avez tous compris, que les chiens sont mieux traités que les déportés, et que là, on assiste de manière très simple, très concrète, à cette inversion des valeurs qu'ont imposé les nazis. Et donc ce chenil, il est pour moi le moyen, encore une fois, à travers cette espèce de délirant inversion entre les animaux et les êtres humains, de montrer le projet nazi. Alors, il y a un 3e lieu, c'est l'ancien hôtel. Vous en parlez peu, mais il était le lieu de l'administration. Et en face, il y a un petit bâtiment, une salle de bal peut-être. Oui, Qu'est-il advenu de tout ça pendant l'époque nazie ? Exactement, c'est ce bâtiment dont je parlais tout à l'heure, qui a servi à entreposer les luges et les skis au moment de la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale, et puis même pendant l'entre-deux-guerres, et que les nazis vont réquisitionner, tout comme l'auberge. Ils réquisitionnent l'auberge, son annexe où il y avait les luges et qui servait de salle de bal, oui, la belle villa de Gretel, et puis la montagne dans son ensemble. Et dans cette annexe de l'auberge, où il y avait les luges, ils vont ériger pour des fins scientifiques, avec des guillemets, une chambre à gaz qui va servir à un certain nombre d'expérimentations que je mentionne en passant, en effet, dans le roman, parce que ça tient une grande place dans l'histoire de ce camp de concentration. Et ça tient une grande place dans l'historiographie d'aujourd'hui. Vous me racontiez que Robert Faurisson, le négationniste, était venu avec quelques-uns de ses disciples et qu'il avait commencé à prodiguer un enseignement à ses compagnons dans le camp du Struthof. Alors pour un certain nombre de personnes, la chambre à gaz du Struthof n'existe pas. Oui, pour un certain nombre de personnes proches de Faurisson, elle n'existe pas. Et elle a même été la première chambre à gaz niée. Elle a été un peu le terrain d'essai de Faurisson. Sans doute parce qu'elle était particulièrement facile à critiquer. En effet, on n'est pas du tout dans un dispositif comme à Birkenau avec une extermination massive. C'est une chambre à gaz, on peut dire, expérimentale, qui est de petite taille, qui, quand on la visite, semble un endroit complètement banal ou amateur. On a du mal à se figurer qu'on a pu gazer des gens là. Donc elle prêtait le flanc par ce côté très, très simple, très petit, très artisanal. Expérimentale, ça veut dire qu'elle servait à tuer des gens sur lesquels on faisait des expériences après ? En fait, elle a servi d'abord à une première expérimentation sur des déportés d'un antidote contre les gaz de combat. Donc c'était une expérimentation médicale avec un protocole plus ou moins scientifique sur des déportés tziganes essentiellement qui étaient venus d'Auschwitz pour le bon déroulement de cette expérience. Et c'est ensuite qu'un second professeur de la Reichsuniversität a décidé d'utiliser cette chambre à gaz pour une autre expérience, cette fois-ci létale, puisqu'il s'agissait de mettre à mort un groupe de 86 juifs amenés expressément d'Auschwitz pour cela, afin de créer une collection anatomique. Donc c'était un autre projet. Et il a réaménagé cette chambre à gaz pour cette fois exterminer des gens à l'intérieur. Donc il y avait un petit groupe de médecins de niveaux différents à l'université de Strasbourg qui avait pris le contrôle de celle-ci, qui avait jeté leur dévolu sur le Struthof en disant que c'était un champ d'expérimentation. Et alors les cadavres des gens gazés, on les a retrouvés au moment de la libération de Strasbourg, flottant dans de l'alcool éthylique dans les caves d'un laboratoire de l'université. Exactement. J'ai voulu, c'est pas l'objet du roman, mais j'ai néanmoins
j'ai néanmoins fait vivre ces Juifs à un moment donné dans le roman en les montrant dans le camp, et pour rappeler qu'avant même d'avoir été gazés là, ils ont subi des violences extrêmes dans la baraque où ils étaient enfermés en attendant d'être tués. Et c'est pour moi la violence la pire, la plus insoutenable, c'est toujours celle qu'on fait subir aux enfants. Et ça permet de rappeler que parmi ces Juifs, il y avait des femmes, et que parmi ces femmes, il y en a qui sont arrivées enceintes, et que le sort des bébés dans les camps était abject. C'est des choses, on ne peut même pas les dire. Vous l'écrivez. Mais je l'écris, mais à chaque fois que je relis le passage, j'ai beaucoup de mal à relire mon propre passage, parce que c'est quelque chose qui est insupportable. Voilà. Et pour en venir à ce qui est arrivé à ces Juifs, en effet, ils ont été retrouvés au moment de la libération de Strasbourg dans les caves de l'Institut d'anatomie, dans des cuves, où le professeur Hirt, qui les avait tués, a décidé de les laisser. Il n'a pas finalisé sa création de squelettes comme il entendait le faire, et il a essayé de procéder à la destruction des corps, mais il n'a pas eu le temps d'achever sa macabre entreprise, puisque les corps ont été découverts en 225 morceaux par les libérateurs au moment de leur arrivée dans les caves. C'est une des grandes énigmes du Struthof qui passionne l'historiographie aujourd'hui, qui va faire l'objet de livres encore. Comment des médecins peuvent-ils en arriver là, quoi? C'est vrai que ça reste quelque chose d'incompréhensible. Des grands médecins, parce qu'on en revient à cette notion d'humanité. On n'est pas face à des barbares ni à des fous. Ce sont des gens qui ont fait une très grande carrière. Le professeur Hirt est directeur de l'Institut d'anatomie. Il a été directeur dans plusieurs autres grandes universités allemandes au préalable. Le professeur Hagen, qui a fait ses expériences qu'on croise dans le roman sur le typhus, a été avant-guerre aux États-Unis dans une équipe qui ensuite a eu le prix Nobel après la guerre. Donc on est vraiment face à des pointures. Et effectivement, ça nous interroge sur la façon dont on peut empêcher ça. Mais moi, je ne suis pas extrêmement rassurée. Enfin, on sort du sujet, mais il se passe aujourd'hui dans la recherche des choses qui peuvent nous inquiéter tout autant, autour du génome, autour de l'ADN, autour d'une certaine nouvelle forme d'eugénisme. Sans parler de l'euthanasie, qui était un des thèmes préférés des nazis. Exactement. Le mot est gênant, en effet, euthanasie, si on le considère dans son histoire. Le camp du Struthof, le camp Souche, que vous explorez d'abord par la villa, que vous survolez, dans les descriptions, il est la tête de réseau d'un ensemble beaucoup plus vaste de camps de seconde zone, d'annexes, entre lesquels d'ailleurs il y a un mouvement brownien perpétuel de déplacement des unités de production, puisque c'est comme ça qu'il faut appeler les déportés et les détenus. Ça, c'est très difficile à mettre en scène, parce que c'est un essaim qu'il faudrait décrire. C'est ça. J'ai essayé de faire comprendre ce mouvement permanent, cette folie qui s'empare du camp. Et pour cela, j'ai utilisé la pièce du bureau du commandant. J'ai passé du temps à imaginer tout ce qu'il pouvait y avoir dans le bureau d'un commandant de camp de concentration et tous les aspects qu'il a gérés en tant qu'administrateur. Donc il faut qu'il gère les flux de déportés qui changent chaque jour. Il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des morts, il y a des gens qu'on envoie à l'hôpital, il y a des mouvements de gardiens. Il faut qu'il gère les camps annexes. Il s'en crée un, puis deux, puis trois, puis tout d'un coup, il y a 50 camps annexes. Et il est à la tête de tout ce réseau, donc il faut qu'il envoie des hommes, il faut qu'il échange du matériel. Il y a toutes les relations avec la hiérarchie SS, il y a la relation avec l'aspect économique qui est très important. Il a des directives extrêmement précises sur le rendement à obtenir, sur les choses à fabriquer, sur comment nourrir les déportés pour qu'ils soient quand même pas trop en mauvais état pour travailler. Il y a toutes les relations avec l'aspect politique, les interrogatoires des déportés. Ils sont considérés comme des ennemis du Reich. Il faut les interroger, il faut savoir quels sont leurs réseaux. Donc il y a tous ces aspects-là, tous les aspects construction, les relations avec les entreprises locales, qu'on retrouve aussi dans les archives, les entreprises de bâtiments, les entreprises de livraison de pain, les entreprises, etc. Est-ce que quand on construit le four, il faut choisir une entreprise spécialisée dans le chauffage des églises ou bien une entreprise spécialisée dans les fours industriels, quoi? Oui,
Oui, oui, et d'ailleurs on peut noter que les entreprises de fours crématoires ont fait des énormes progrès à l'occasion de la période nazie et qu'effectivement il y a eu 2 grosses entreprises qui ont remporté les différents marchés et qui nous rappellent effectivement que là aussi on est face à une nouvelle négation de cette humanité, puisqu'on brûle les corps, ce qui en soi n'est pas un crime, mais qu'en revanche, leurs restes sont dispersés dans le camp. Mais c'est compliqué d'utiliser les cendres parce que il y a des insectes qui peuvent se loger dans les interstices, des sangliers qui peuvent fouiner. Enfin, c'est tout un problème de gestion. Oui, oui, ils n'arrêtent pas d'avoir des problèmes de gestion, ces SS, et en même temps, ils sont scrupuleux sur la nature. Vous savez que les nazis avaient un grand respect pour la nature. Le bien-être animal. Pour le bien-être animal, pour la nature. Et là aussi, je me suis inspirée de choses complètement folles. Et on se dit, si c'est de la fiction, on n'y croit pas, mais malheureusement, c'est vrai, c'est que ce commandant du camp, un jour, a découvert, en se promenant, une petite fleur. Et cette fleur, il était botaniste de formation. Vous voyez, vous êtes botaniste de formation, vous devenez commandant de camp de concentration, tout va bien. Et il découvre cette petite fleur et il constate que c'est une espèce extrêmement rare en voie de disparition. Et il prend le temps d'écrire un ordre, une circulaire à tous les SS du camp pour donner l'ordre de protéger cette fleur et que tout celui qui la cueillerait ou la piétinerait serait sanctionné. Voilà. Bah oui, il faut se méfier de ceux qui n'ont de déesse que la nature aussi. Oui, je crois que c'est ça. Alors, maintenant, introduisons de plus en plus de fiction, comme vous l'avez fait dans le livre. Le deuxième commandant, il est un peu refoulé. Et il y a eu quelques détenus homosexuels, paragraphe 175 de la législation allemande, au Struthof. Et alors, vous en avez introduit un dans la villa, un détenu homosexuel. Et imaginez que le commandant se servait de lui. Oui, j'ai imaginé ça parce que je m'intéresse aussi au cas de ces déportés qui étaient ceux qu'on appelait les triangles roses et qui ont eu de la difficulté après la guerre et pendant très longtemps après la guerre à faire reconnaître leur mémoire. Parce qu'il y avait une espèce de tiraillement avec les autres déportés, qui étaient les triangles rouges, les déportés politiques, et qui les considéraient vraiment d'un œil assez méfiant. C'est-à-dire qu'ils ne les acceptaient pas dans les cérémonies mémorielles. Ils ne les acceptaient pas dans les cérémonies mémorielles, ils ne voulaient pas qu'ils aient une plaque mémorielle. Ils considéraient qu'ils avaient utilisé leur triangle rose pour obtenir des faveurs et pour survivre, alors que les rouges avaient été des purs, en quelque sorte. Donc il y avait vraiment un tiraillement. C'était encore le cas au Bundestag jusque la semaine dernière. Le président précédent n'était pas très sensible aux hommages qui devaient être rendus aux homosexuels. Et il y en a eu un seulement il y a 10 jours au Bundestag. Voilà, et je dois dire qu'au camp de Natzweiler, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 2010, enfin dans ces années-là, qu'a été posée une plaque en mémoire des déportés homosexuels. Donc c'est vrai que j'ai voulu mettre en scène ce déporté homosexuel parce qu'il me permettait là aussi d'interroger l'ambiguïté totale des nazis vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire prônant une espèce de survirilité morbide et destructrice, et en même temps, pour un certain nombre d'entre eux, s'ils commençaient à faire une introspection, ils en étaient très loin. Hitler le premier, qui était quand même tout sauf le modèle de la race aryenne qui prétendait porter au firmament. Donc voilà des gens, ou comme Himmler, qui était le chef, le Reichsführer de la SS, et qui, à mon avis, ne pouvait pas prétendre réussir les épreuves sportives que devait normalement faire chaque année un SS pour rester un SS. Donc on est dans un paradoxe constant. Et là, on a ce commandant de camp qui veut être le commandant parfait, qui ne veut rien laisser au hasard, qui est tatillon, qui est l'administrateur, et qui en même temps, au fond de lui, on le sent, à cette faille immense, c'est qu'il est un homosexuel refoulé. Et donc, comment est-ce qu'il va gérer cette présence dans sa maison ? Alors ça, c'est une part de fiction. Vous parlez de Himmler, vous racontez sa visite, mais il est vraiment venu ?
Alors, il y a un mystère sur sa visite à Natzweiler. On pense pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'il est venu à Natzweiler. On a une photo où il pourrait être là, de dos. Oui, on n'est même pas sûr que ce sont les bâtiments de Natzweiler. C'est très, bon non, c'est très flou. Alors vous l'avez. Oui, moi je l'ai. Voilà, avec les SS, je me permets tout. Autant avec les déportés, j'ose pas leur faire les mettre en personnages de fiction, mais avec les SS, je me dis qu'après tout, tout est possible. Pour eux, tout était possible. Donc j'estime qu'il m'est possible d'organiser la visite d'Himmler. On est dans le cadre d'un roman. Alors comment elle se passe cette visite dans votre esprit ? Elle se passe que c'est un vrai branle-bas de combat, c'est-à-dire que pour un commandant de camp, le fait d'avoir la visite de Reichsführer, mais c'est un mouvement de panique, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait, que tout soit propre, que l'infirmerie, enfin le revire soit nettoyé, que les déportés présentent bien. On va tout de même pas l'accueillir en musique. Si, on va l'accueillir en musique, mais ça, c'est ce qui se faisait. C'est-à-dire que dans n'importe quel camp où Himmler arrivait, l'orchestre des déportés jouait un morceau pour lui faire plaisir. Et on sait qu'il y avait un orchestre de déportés à Natzweiler qui s'est entraîné, qui a joué. Les déportés qui faisaient partie de cet orchestre recevaient quelques menus avantages pour être encouragés à faire de la musique. Et donc là aussi, on est toujours dans cette espèce Mais on jouait quoi ? On jouait toutes sortes de morceaux. Là, en l'occurrence, je leur fais jouer des morceaux nazis, des chants à la gloire de la propagande nazie. Hein. Et ce qui fait que ces déportés qui sont quand même des résistants, des gens qui se sont engagés, des communistes, des socialistes, jouent cette musique en détestant cette musique. Donc là aussi, ce qui devait rester un art, ce qui devait rester une source de plaisir, ce qui aurait dû être la beauté de leur vie, devient quelque chose qu'ils détestent faire. Donc on arrive aussi à pourrir, à pervertir ce qui fait la richesse intérieure des personnes. Mais dans le récit que vous faites de la visite de Himmler ne s'intéresse pas à la musique, il a d'autres soucis là, ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment la suite se déroule-t-elle ? Alors, la suite se déroule... Dans votre esprit, toujours ? Dans mon esprit. Dans la fiction, vous voulez dire ? Oui. Vous voulez que je raconte toute la scène ? Oui, parce qu'elle elle amène à la promotion du commandant. Elle amène à la promotion du commandant. C'est vrai que si vous receviez bien votre supérieur, si vous lui servez un bon repas, un bon vin, si vous lui faites plaisir, à ce moment-là, vous avez une chance d'être promu. Et c'est ce qui va se passer ici dans le roman. Parce que c'est intéressant les mouvements des commandants, parce qu'ils vont d'un camp à l'autre. Ils se sont reconnus avec un ami et ils le retrouvent collègue dans le camp qu'il dirige plus tard. C'est un petit monde, c'est comme dans le monde de l'entreprise, c'est comme dans tous les métiers, c'est comme dans n'importe quelle administration. Les gens se connaissent entre eux, ils font les mêmes écoles et puis ils essayent de faire carrière. Et en effet, on va voir ces commandants de camp qui progressent, qui vont passer du camp de Natzweiler, qui est quand même un petit camp. Mais être muté à Bergen-Belsen, c'est une immense promotion. Et être muté à Auschwitz-Birkenau, encore plus. Donc on les voit qui progressent de la sorte, qui ne sont pas toujours contents de quitter Natzweiler. C'est la femme d'un des commandants qui était pas contente parce qu'elle trouvait qu'à Natzweiler, il y avait plus de fleurs qu'à Dachau. Donc elle n'était pas contente d'arriver à Dachau. Donc voilà, il y a des arguments comme ça. Donc c'est des personnes qui font carrière. Et c'est souvent des personnes d'origine assez modeste ou même des gens complètement ratés et qui vont trouver dans la SS une espèce de porte ouverte pour avoir accès à une nouvelle vie. Et c'est le cas des femmes aussi. Il y a dans le roman deux personnages qui sont des radiotransmettrices qui arrivent au camp et qui sont aussi des filles de villages perdus en Allemagne et qui là trouvent l'occasion de voyager, de voir du pays, de faire des choses nouvelles qu'elles n'auraient jamais faites dans leur vie. Oui, mais alors attendez, là il y a une autre personnalité féminine que vous imaginez, une sorte de vamp, d'Amazone, de Diane Chasseresse, dont vous faites le prototype de la femme nazie impitoyable. Oui, alors ce qui m'a inspiré ce personnage, c'est une photographie du docteur Hagen, qui est le docteur qui a fait ses expérimentations au Struthof sur le typhus, et qui avait une assistante qui s'appelait Ingrid Kodel. Et quand j'ai vu la photo de son assistante, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette femme, elle est triomphante sur la photographie, elle est magnifique, elle a un petit chapeau à plumes, elle a un regard très mutin,
elle a l'air de dominer la terre entière, et il s'avère qu'elle était sa maîtresse. Et il s'avère qu'après la guerre, Hagen a quitté sa femme et il a épousé son assistante. Et là aussi, je me suis dit, voilà des gens qui tuent, qui font des expérimentations, qui bafouent le serment d'Hippocrate pour tuer des gens et même pour répandre le typhus dans le camp, et qui se promènent, qui se trimballent avec leur maîtresse assistante, qui viennent au camp. Mais c'est indécent. Sauf que la maîtresse n'est pas l'assistante, vous la présentez comme la dompteuse. Oui, parce que là aussi, c'est une manière de montrer que c'est pas toujours celui qui dompte en réalité. Et en l'occurrence, à travers cette femme, les SS ont trouvé quelqu'un de plus fort qu'eux. C'est peut-être une forme d'espoir, mais c'est aussi un personnage très noir, qui permet aussi de rappeler que les femmes ne sont pas exemptes de responsabilité, et qu'il y a eu aussi des femmes SS, il y a eu des femmes coupables de brutalité, qui ont été condamnées après la guerre, toutes ces surveillantes de camps, notamment à Ravensbrück, qui ont été d'une brutalité aussi épouvantable que les hommes. Le dernier procès qui a eu lieu concerne une secrétaire du camp du Stutthof, oui. Qui a 97 ans. Elle était la secrétaire du directeur du camp, vient d'être condamnée. Alors, est-ce que je peux vous dire, à ce point, on s'achemine vers la fin, et puis on va donner la parole à la salle, une certaine gêne. Non pas que le roman ne me plaise pas, qu'il ne soit pas bien construit, bien écrit, non. Ma gêne, elle vient du fait que vous étiez la responsable du centre d'interprétation du Struthof, que l'interprétation du Struthof a été sujette à tellement de polémiques, de difficultés. Vous aviez pour fonction de clarifier les choses, de les mettre en ordre, si je puis dire, en bon ordre historiographique. Et voilà que parti, occupé par d'autres responsabilités, entraîné par le goût du roman que vous expérimentez pour la première fois, j'allais dire, vous brouillez un peu le travail de clarification que vous aviez opéré avant, en ajoutant des éléments supplémentaires, en retranchant d'autres. Oui, vous avez raison. Moi, j'entends parfaitement cette critique. D'ailleurs, je pensais qu'on me la formulerait plus souvent. Or, c'est la première fois. Donc, merci, parce que je me disais, c'est pas possible. Il y a bien un historien qui va me tomber dessus pour me faire cette remarque. Mais vous tombez de manière très légère, donc ça va. Je ne suis pas du tout blessée. Mais c'est une vraie remarque. D'abord, je ne suis plus la directrice du Centre européen du résistant déporté. Donc, j'estime que mon devoir de réserve, si on peut dire, est désormais derrière moi. Il y a un nouveau directeur qui assume désormais cette responsabilité de mettre les choses de manière lisible. Donc tout va bien. La deuxième chose, c'est que c'est un roman. C'est un roman, c'est une fiction, c'est précisé. C'est dit dès le départ, et je fais d'ailleurs une introduction, un avant-propos pour bien expliquer cette différence entre le travail d'un historien et le travail d'un romancier. Et la dernière chose que je dirais, c'est que je pense, bien sûr que la fiction amène des choses qui ne sont pas vérifiées, recoupées, comme c'est le travail d'un historien, mais ça amène un certain nombre de personnes qui n'ouvriront jamais un essai historique à prendre connaissance de l'histoire. Et beaucoup des lecteurs me disent, mais j'ai enfin compris ce que c'était qu'un camp, j'ai enfin compris ce que c'était que le camp de Natzweiler, j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur. Et moi, c'est ça que je cherche, c'est que tout d'un coup, on ait une accroche qui soit différente, qui ne soit pas historique, et qui, normalement, si tout va bien, si les gens sont intelligents, peut les inciter à aller dans le lieu de mémoire, puisque c'est bien ça l'objet, à lire un livre d'historien, ou à lire même le cahier historique qui est à la fin, et qui remet, si on peut dire, les pendules à l'heure en réinscrivant les choses dans une chronologie, dans un contexte, etc. Donc peut-être que d'un certain côté, ça embrouille, comme vous dites, ou ça donne à se questionner. Mais finalement, je me dis que le questionnement, c'est ce qui nous sauve sur cette terre, et que s'arrêter à une idée préconçue, c'est toujours très dangereux. Donc si ça peut être l'occasion d'engager un débat, moi, je suis très contente. Mais vous n'avez pas l'impression de revenir un peu en arrière, parce que Stigman, que vous citiez, il a montré que ce n'était pas un petit camp. Que c'était un camp qui avait essaimé. Vous avez vous-même parlé de 50 annexes, et que
vous revenez sur le Struthof, le seul Struthof. Alors que dans le centre d'interprétation, vous expliquez le contraire. Vous dites que le Struthof n'était pas que le Struthof. Bien sûr. Alors, non seulement je reviens sur le Struthof, mais surtout, je reviens sur la villa. Parce que pour moi, la villa, c'est vraiment... Vous resserrez la focale. Voilà, je resserre la focale sur une villa. Et donc, des fenêtres de la villa, il m'est très dur de voir le camp annexe de Cochem ou de Aubernais ou de Urbès. En revanche, je les cite, tous ces camps. Dans le bureau du commandant, justement, il en a marre, il a plein de classeurs. Il y a le commandant du camp de Neckarel, ceux qui lui téléphonent pour lui demander un truc. Il y a le commandant, le responsable du camp de Mannheim, Sandhofen, qui lui paraît qu'il l'épuise par ses demandes. Donc, on voit tous ces camps toujours par les yeux du commandant dans son bureau. Mais moi, mon point d'intérêt, c'est comment un lieu peut-il abriter tant de gens successifs. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, quand vous habitez dans une maison ou dans un appartement, moi je me suis toujours demandé qui avait habité là avant moi. Je trouve que c'est très troublant parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'était des gens qui étaient bons, on ne sait pas s'ils ont fait du bien, s'il s'est passé des choses dramatiques dans sa propre cuisine ou dans sa propre chambre à coucher. Moi ça me trouble beaucoup parce qu'en fait cette ville-là ou la maison où vous habitez, c'est aussi le symbole de notre planète. C'est le symbole du monde que l'on habite. On ne connaît pas très bien ceux qui nous ont précédés, on les connaît que trop bien. Et on est tous responsables de ce lieu. Et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite et qui seront les prochains habitants. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors, avant de distribuer la parole à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il est advenu de la maison ? La villa a été récupérée par les propriétaires français qui ont dû passer de drôles de semaines en la retrouvant. Oui, les propriétaires français l'ont récupérée après la guerre, ont essayé de la réhabiter, mais évidemment, maintenant, c'était une villa qui était quasiment dans un camp de concentration, ce qui était quand même assez spécial. Et ça ne s'est pas très bien passé puisque le propriétaire s'est fait insulter en fait, par les pèlerins qui venaient visiter le camp. Il s'est fait vraiment injurier. Et comment voulez-vous qu'il se mette au bord de sa piscine un beau soir d'été à 20 mètres du jardin ou potager où les nazis ont répandu les restes humains. Donc ça n'était pas possible. Donc il a vendu cette villa qui est désormais la propriété, comme tout le site d'ailleurs, du ministère des Armées. Mais on ne la visite pas, la villa. Moi, je ne l'ai pas visitée. Non, elle ne se visite pas parce que d'abord, il n'y a pas grand-chose à voir. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à voir. Déjà, il y a la vue à voir. Il y a les objets que je cite. On voit à 50 km. Hein. Voilà, c'est un magnifique endroit. Mais ensuite, pour des flûtes publiques, elle n'est pas du tout aux normes. Enfin, ce serait très compliqué de la faire visiter. Et comme ça, elle garde son statut de chose mystérieuse. Alors, pendant l'époque nazie, l'accès au camp était évidemment surveillé et interdit. Ça fait une drôle d'impression de voir les marcheurs d'aujourd'hui, là, avec leurs chaussettes, leurs grosses chaussures. C'est pas nécessairement des pèlerins. Le lieu est redevenu un lieu de randonnée. Oui, il y a pas mal de randonnées autour, mais les gens qui viennent visiter le camp. Enfin, il y a 200 000 visiteurs par an, donc c'est un lieu de mémoire extrêmement fréquenté, ce qui est une bonne chose. Et quand vous randonnez, je décris longuement la montagne dans le livre parce que c'est un endroit magnifique. Et quand vous randonnez et que vous tombez sur le camp, c'est quand même extrêmement étrange. L'impression est toujours très frontale. Je vois un Alsacien là, qui tient le site alsacien-lorrain de Paris. Il n'est jamais allé au Struthof. Mais ça, moi, Alors, monsieur, vous avez peut-être quelque chose à nous dire, justement, après nous avoir entendus, non ? Non, mais je trouve que c'est très respectable de ne pas vouloir forcément aller au Struthof. Il y a des gens qui redoutent cette rencontre, et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je préfère qu'on ne vienne pas au Struthof parce que ça nous effraie ou ça nous rebute, plutôt que d'y venir en tongs et de faire... Enfin, en tongs, c'est pas à cause des tongs, j'ai rien contre les tongs, mais de venir et d'avoir aucun espèce d'intérêt pour ce qu'on est en train de voir. Une réaction, monsieur ? Vous allez expérimenter le dispositif d'ouverture de maintenant. Bonsoir, je me lève, c'est plus facile pour moi. Mais on vous entend mal quand même. D'accord, alors je ferai un effort. Je n'ai jamais apprécié prendre la parole en public, donc je fais un effort. Je vous remercie. Moi, je ne vais pas au Struthof parce que
c'est un lieu de mémoire et j'estime que je suis très mal à l'aise avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ma position personnelle. Après, je suis alsacien, fier de l'être. Et c'est pour ça que je suis dans cette association des Alsaciens et Lorrains de Paris. Donc voilà. Mais vous ouvrez un vaste débat là, qu'on peut large. peut-être esquisser avec vous, Frédéric Naud-Dufour. Madame Rome, ministre de je ne sais pas très bien quoi, enfin, mais vient de lancer un plan, énième plan contre le racisme et l'antisémitisme, où on apprend qu'il va être demandé aux élèves des collèges ou des lycées, je ne sais, de visiter obligatoirement pendant leur scolarité un lieu de mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude bien géométrique? Ce que j'en pense, je pense que ça part d'une très bonne intention, qui est d'inciter les jeunes gens à connaître leur passé. Je pense que c'est aussi un signe du désarroi des temps, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis des décennies en matière de politique mémorielle, d'incitation à comprendre le passé, malheureusement, il faut bien se dire les choses en face, n'a pas porté ses fruits, puisque l'antisémitisme reste une chose encore plus forte même qu'il y a quelques années, les actes de haine, de racisme également, de négation de l'histoire. Donc il arrive un moment où on se demande où est-ce qu'on n'a pas bien fait notre travail, et je m'inclus complètement dans ce discours-là. Alors après, est-ce que l'injonction en la matière peut servir à arranger les choses? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a déjà d'ailleurs beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enseignants qui font cette démarche d'emmener leurs élèves. Ça leur paraît être une Oui, mais il y a évidence. aussi beaucoup d'enseignants qui réagissent comme monsieur et qui hésitent à le faire. Oui, ils hésitent à le faire, mais il y a d'autres moyens de s'approprier la mémoire. Il y a énormément de concours, comme le concours national de la résistance, comme le concours des bulles de la mémoire que fait l'ONAC pour la Première Guerre mondiale. Donc il y a énormément de dispositifs. Et je crois qu'avant tout, ce qui compte, c'est que certes que les élèves aillent dans un lieu de mémoire, pourquoi pas, mais qu'on les prépare à ça, et que sur place dans les lieux de mémoire, il y a un personnel qualifié, ce qui est le cas au Struthof, ce qui est le cas à Montluc, que je connais bien, à Lyon, pour faire de la médiation avec ces élèves. Sinon, c'est inutile. Et encore une fois, on ne peut pas faire reposer tout l'avenir de la nation et tout cet espoir de sérénité et de réconciliation sur les seuls lieux de mémoire, ni même sur les cours d'histoire, ni même sur les écoles. C'est quelque chose qu'il faut envisager de manière beaucoup plus vaste. Oui, surtout que sur les écoles pèsent beaucoup de responsabilités déjà. Hein. Exactement. Le code de la route, la lutte contre les discriminations, etc. etc. L'autre jour, j'ai fait un truc dans un lycée à Maison-Alfort, puis il y avait un drôle d'élève qui voulait me voir à part. Alors, comme il me suivait dans la rue, je l'ai invité à prendre un café. Il m'a expliqué qu'il voulait être président de la République. Il était en seconde, il n'en prenait pas le chemin parce qu'il avait fait, m'a-t-il dit, des déclarations un peu hitlériennes, provocatrices. Et alors on lui avait donné un devoir. Il fallait qu'il fasse une copie sur Simone Veil. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, hein, mais ce sont des situations indémêlables, ça. Oui, là, ça pose en effet question, mais je me souviens avoir accueilli, lorsque j'étais directrice du camp, des gens en travaux d'intérêt général, alors je ne savais pas toujours ce qu'ils avaient commis, ou j'accueillais aussi des gens qui étaient condamnés pour des choses. Alors, ce n'était pas des condamnations à de la prison, mais à la place, en alternative, ils avaient des stages de citoyenneté, si on peut dire, à faire, où ils étaient emmenés au Struthof. Et je dois dire que c'était quand même extrêmement intéressant de pouvoir échanger avec ce genre de personnes qui ne seraient pas forcément venues là, et de remettre les choses en perspective avec eux. Mais ça passait vraiment par une médiation personnelle et un dialogue. Demander à quelqu'un de faire une copie sur Simone Veil alors qu'il tient des propos hitlériens, j'ai malheureusement le pessimisme de penser que ça ne va pas changer grand-chose à sa manière de voir le monde, et que ça va peut-être même le radicaliser encore plus.
Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment délicat. Et en même temps, il y a parfois des résultats. On avait aussi accueilli des jeunes gens qui, en Alsace, avaient profané des cimetières juifs et qui étaient venus... mais là, on avait travaillé. Pareil, c'était un travail avec l'encadrement judiciaire pour les faire réfléchir à ça. Ils étaient venus un jour à une cérémonie commémorative et le retour avait été très positif. Ils avaient au moins dit qu'ils avaient compris un certain nombre de choses. Mais Voilà. il faut dire aussi, pour expliquer la difficulté, que le Struthof a continué à être utilisé après la guerre. Alors quand les Américains approchaient, que les Allemands ont organisé le départ, pendant quelques jours, il y a eu les miliciens. Il y a eu 2 ou 3 000 miliciens avec le drapeau de la milice. Et puis après, ils sont partis plus à l'est. Et le Struthof, il a servi de camp pour les collaborationnistes ou ceux qui étaient considérés comme tels alsaciens. Alors là, ça va vous faire plaisir, parce que je prépare un livre d'histoire et non pas un roman sur ce sujet précis de Mais Michelet disait que l'histoire finit toujours en roman. Alors là, vous revenez à l'histoire. Là, j'ai passé, avec mon père ici présent, quand même des heures et des semaines dans les archives qui sont... Il y a 300 cartons d'archives à Strasbourg, aux archives départementales, sur cette période de 1945 au camp du Struthof, qui resserre en effet à interner 2 types de populations au titre de l'épuration, en internement administratif. Les Allemands, tous les Allemands qui sont restés en Alsace sont systématiquement emprisonnés, hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes, parce qu'ils sont des ennemis. La guerre n'est pas finie en décembre 1944, donc ça c'est une première population. Et la deuxième, ce sont en effet les Alsaciens que l'on soupçonne d'avoir été trop pro-nazis, et qui vont être arrêtés donc sans jugement, puisque c'est de l'internement administratif, en attendant d'être jugés, ce qui ouvre la porte à toutes les injustices ou à tous les sentiments d'injustice possibles, et en même temps avec un État qui essaye l'État, la République, qui essaye de parer aux urgences et de faire au mieux avec beaucoup de bonne foi. C'est une période extrêmement intéressante. Et qui défendait le Struthof? Des gendarmes Alors donc on a, au début, ce sont des FFI, c'est l'armée. Ah oui. C'est donc ça dépend, c'est un commandement militaire, et les militaires sont furieux parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter en janvier 1945 que de garder des Allemands dans un camp. La guerre est encore en cours, il y a une contre-offensive. On craint que voilà. Strasbourg Et donc on manque de soit repris par les personnel. Allemands. On cherche des gardiens dans toutes les vallées alentours pour garder ces gens-là. Enfin, c'est très, très compliqué. Oui. Il est exact que des amis des internés ont voulu les libérer, prendre d'assaut le camp? Alors ça, c'est au moment de la résistance, c'est au moment du camp nazi. Il semblerait que les mouvements de résistance locaux aient eu l'intention, qui n'a pas été malheureusement mise en œuvre, de faire une opération pour libérer le camp. Alors le camp est libéré en novembre 1944 et il est destiné aux internés jusqu'à quelle date? 46, 47? Alors il devient un camp d'internement dès la fin novembre 1944, dès sa libération, et il est un camp d'internement jusqu'en novembre 1945. Donc là, il dépend du ministère de l'Intérieur. Ensuite, il ferme ses portes, mais pas longtemps, puisque dans la foulée, il devient un centre pénitentiaire aux mains du ministère de la Justice jusqu'en 1949. Mais un centre pénitentiaire pour tous les Français condamnés pour toutes sortes de raisons, beaucoup de collaborateurs, mais là, on va trouver vraiment des collaborateurs plus notoires. Et qu'est-ce qu'il était devenu des officiers SS, des commandants du camp? Il y a eu un procès groupé? Non, pas groupé. Non. Ils ont été jugés différemment. Le plus célèbre, tristement célèbre d'entre eux, qui s'appelait Kramer, je finis par confondre avec mes personnages de fiction, a été jugé par les Anglais, puisqu'il était alors à Bergen-Belsen. Et ce qui est assez terrible à dire, c'est qu'il a été jugé au titre de Bergen-Belsen, mais en fait jamais condamné pour ce qu'il avait fait à Natzweiler. Et notamment, il n'a jamais été condamné pour l'extermination des 86 juifs, parce que c'est lui qui a déclenché le gaz pour leur extermination. Et les médecins, l'un s'est suicidé et les autres Alors, Hirt s'est suicidé en mai 1945 et les 2 autres ont été jugés lors du procès des médecins, ont été condamnés d'abord à perpétuité par la France, ensuite ça s'est réduit à 20 ans, et finalement ils ont été amnistiés par les lois d'amnistie de 1954. Vous voyez, donc ils n'ont pas fait beaucoup de prison. Ils sont retournés en Allemagne, ils ont exercé la médecine de nouveau.
Et ils sont morts gentiment, l'un en 72, l'autre en 71. Il y a peut-être des questions dans la salle. Mais il y a sûrement. Je voulais vous poser la question de la transition entre un ouvrage à vocation scientifique et un ouvrage à vocation littéraire. Comment s'est opérée cette transition? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ou au contraire des facilités particulières? Comment s'est opérée cette transition entre le scientifique, que vous avez l'habitude de faire parce que c'est votre profession, et le littéraire, genre que vous découvrez finalement? Alors en fait, c'est tout le contraire. C'est que je suis arrivée dans ma vie en faisant de la littérature. Depuis toute petite, je voulais écrire des romans. J'ai écrit énormément de nouvelles, de romans, de lettres, de poèmes. Voilà, ça remplit mon grenier, on peut dire. Vous dites énormément, trop? Non, pas trop, énormément. Et donc, je suis venue à l'écriture de l'histoire par dépit, parce que je trouvais ma production fictionnelle tellement nulle que je me suis dit, tant pis, je vais écrire des livres d'histoire, ça semble plus facile. Et donc, la science, ça donne un cadre très précis pour écrire. On s'appuie sur des archives, sur des choses, sur d'autres auteurs qu'on lit. Et donc, c'est une grande aide. Et en écrivant ce roman, finalement, j'ai osé revenir à ma passion première, qui est la littérature, l'écriture. Et donc, ce passage-là m'a été assez facile. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est de m'obliger moi-même, de m'astreindre à ce que ce roman ne soit pas un livre d'histoire. Et donc, pas à éradiquer, mais à mettre de côté les réflexes de contextualisation, d'explication, de notes de bas de page, et de faire passer des messages historiques, parce que quand même tout est justifiable et vraisemblable dans le roman, mais de le faire passer à travers la fiction. Donc ça, c'était une petite gymnastique un peu compliquée. Ça n'a pas été une libération, la transition? Si, ça a été une forme de libération. Ça a été une forme de libération. On est très libre quand on écrit un roman, très libre. Est-ce que tu as déjà des échos de la façon dont est perçu ton roman en Alsace? Oui, pour l'instant. Dès qu'on touche à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, voire de la Première, et 1870 en Alsace, on touche du proche. Des mémoires douloureuses, compliquées, mmh. Et dont les retentissements ou même à l'intérieur même des familles qui sont difficilement prévisibles. Oui, tout à fait, c'est exact. Les retours sont plutôt bons. Tous les lecteurs avec qui j'ai échangé ont été frappés, ont été touchés. Certains ont fait des cauchemars. Et donc non, je dirais que ça s'est bien passé, parce que ça n'est pas tellement un livre sur l'Alsace, même si, comme vous l'avez dit, on voit des personnages alsaciens, mais là aussi on a toute une typologie, on a des gens extrêmement différents. Donc c'est vraiment plutôt un livre sur le genre humain et sur le nazisme. Donc là, il n'y avait pas tellement de difficultés. Mais la complexité alsacienne, je l'éprouve en revanche dans le nouveau projet dont je m'occupe, c'est-à-dire ce monument qui est en train de préparer la région Grand Est en hommage à tous les Alsaciens et Mosellans tués pendant la Seconde Guerre, où là on a un équilibre très délicat à opérer entre la mémoire, il faut bien le dire, la plus importante numériquement, mais aussi symboliquement pour les Alsaciens, qui est celle des incorporés de force, avec les autres mémoires qui sont moins nombreuses, mais qui sont tout aussi importantes, qui sont celles des résistants, des juifs, et puis des catégories comme les tziganes, les homosexuels, les malades psychiatriques qui ont été exterminés en Alsace. Il y a eu une centaine de malades psychiatriques extraits des hôpitaux pour être gazés à Hadamar. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut ménager en expliquant. Mais vous avez été invité dans les librairies alsaciennes? Vous avez débattu? Comment la presse a-t-elle réagi? La presse, j'ai eu vraiment une excellente presse en Alsace. Oui, une excellente presse en Alsace, vraiment. Mais parce que
je ne suis pas alsacienne, mais je commence j'espère à connaître, à comprendre les Alsaciens que je considère avec énormément d'empathie, parce que je pense que leur situation mémorielle est délicate et qu'il est très difficile d'en juger depuis un point de vue extérieur à l'Alsace, et qu'il faut donc parler et écouter les différents points de vue et essayer de les concilier. Moi, j'ai compris ça en faisant beaucoup d'émissions en Alsace. Et un de mes anciens élèves, devenu médecin à Strasbourg, me racontait cette scène qui a dû se produire il y a 10, 15 ans, 10 ans. Parce que maintenant, il ne doit plus y avoir beaucoup de survivants de cette époque. Et il s'étonnait de voir un défilé de visiteurs qui regardaient un mec qui était en train de mourir dans une chambre dont les vitres permettaient le regard. Et c'était des Alsaciens qui avaient été victimes de ce collaborationniste et qui venaient le voir mourir. C'est terrible comme histoire. C'est terrible. Les survivants, alors parce qu'il y a eu toutes sortes de déportés, on a longtemps focalisé sur les résistants français, de l'Estrin, etc. Mais il y a eu d'autres résistants d'autres pays, et puis c'était un carrefour européen. Je veux dire, si le personnel des déportés, des unités de production, il y avait des gens d'un peu tous les pays. Oui. Et alors les derniers survivants, vous les avez vus, vous ? Ah oui, je parlais de Boris Pahor qui était slovène. Oui, bien sûr, je les ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est tragique, c'est que de voir leur nombre diminuer si rapidement. Mais il y avait encore, je pense, une trentaine de déportés français vivants quand j'étais encore directrice. Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a peut-être, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y avait 6 Néerlandais encore, que j'ai tous connus, qui étaient formidables, ces déportés néerlandais, et ils étaient géniaux. Et maintenant, ils sont tous morts. Il n'y a plus aucun Néerlandais survivant de Natzweiler. Donc, c'est vraiment les derniers des derniers. Mais quelle chance d'avoir pu rencontrer ces gens-là, d'avoir pu les écouter. J'avais beaucoup d'amitié, même plus, beaucoup d'amour pour eux. Enfin, pour certains d'entre eux, j'étais très liée. Et c'est toujours, là aussi, une perte quand ils disparaissent. C'est le poste le plus intéressant que vous ayez occupé, non ? Alors, il ne faut pas que je fasse de boulettes, donc je vais réfléchir avant la réponse. Joker. Et quand vous dirigiez le camp, vous habitiez où ? Alors, je ne dirigeais pas le camp, je dirigeais le lieu de mémoire. J'aménage ma phrase. Non, mais parce qu'il y en a qui s'amusaient à m'appeler la commandante du camp, donc je préfère... Mais alors, quand vous étiez la plus importante personnalité du Strotov, vous habitiez où ? Alors mes enfants, dont une est ici présente, auraient beaucoup aimé habiter dans la villa, parce qu'il y avait la piscine. C'était un endroit merveilleux. Oui, puis c'est du sportif, non, votre fille, on visiblement. habitait dans la campagne aux alentours. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je connais bien ce biotope. C'est aussi le biotope dans lequel j'évolue depuis un certain nombre d'années. D'autres questions ? Monsieur ? Je suis sûr que je vais poser une question. Je suis plus sûr. Frédéric, vous évoquiez donc votre roman qu'on comprend lié à votre parcours. Je sais aussi que vous avez une affection particulière pour le général de Gaulle. Est-ce que vous vous imagineriez créer un roman sur lui, ou tout comme les déportés, et vous en parliez tout à l'heure, vous avez beaucoup trop de respect pour imaginer un roman sur le général de Gaulle ? Je dois dire que je n'ai pas encore pensé à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait faire un sondage dans la salle. Mais le problème, c'est que De Gaulle, il est un peu... les nazis, c'est des personnages de romans parce qu'ils ont fait mieux que ce qu'on aurait pu inventer. Ils ont fait pire. On ne pouvait pas imaginer tout ce qu'ils ont fait. Et De Gaulle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un personnage de roman. Ce type qui arrive du 19e siècle, complètement corseté dans une espèce d'éducation rigide, et qui va devenir le penseur d'une certaine modernité, tout en conservant cette espèce de pessimisme et cette espérance. Enfin, moi, je trouve que c'est un personnage de roman, donc c'est difficile. Mais il a été personnage de bande dessinée. Moi, je sais pas De si Gaulle vous à la plage, mais c'est voilà, extraordinaire. c'est un pur chef-d'œuvre, ce truc. De Gaulle, c'est la traversée du désert, donc il a du temps, il va à la plage et il prend le commandement de la plage. Non, mais ça, c'est formidable. J'aurais aimé écrire cette bande dessinée. Et sur la plage, il y a un berger allemand qui aboie en gothique et qui s'appelle Wehrmacht. Moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. Voilà, donc là, il y a matière à faire du roman. Mais non, je n'ai pas pensé à ça. Mais bon, je vais y réfléchir. Mais vous avez fait un livre où vous avez travaillé sur De Gaulle et l'Est.
Oui, j'ai fait un livre sur De Gaulle aime l'Est. Et l'Est Mais vous savez, la aimait maison de Colombey, c'est inspirant. Il y a une journaliste du journal de la Haute-Marne qui vient de faire un livre sur Colombey, avant Colombey. Et on est très étonné d'apprendre qu'il y avait une revue d'avant-garde d'Américains de Montparnasse qui avait son siège social à Colombey-les-Deux-Églises en 1930. Quoi. Oui, c'est vrai, je pourrais faire un roman sur la villa de la Boisserie. Hein, on verrait se succéder cette femme, la revue d'avant-garde, tout ce qui s'est passé, les De Gaulle, pourquoi pas. Merci infiniment Frédéric Naud-Dufour. Merci pour cet échange passionnant. Comme annoncé au tout début, il y a à présent une séance de dédicace qui vous attend, à moins qu'il y ait une toute dernière question, mais comme l'heure tourne... Non, ce sera très bref. Le camp du Struthof, effectivement, est devenu un lieu de mémoire. Mais je m'interroge, est-ce qu'il n'a pas été envisagé peut-être de le supprimer après la guerre? Alors c'est aussi une excellente question. Et ce qui est très beau, d'une certaine façon, c'est qu'avant même la fin de la guerre, l'État, qui est le gouvernement provisoire de la République française, se préoccupe de la sauvegarde du camp, puisque j'ai trouvé une archive du ministre à l'époque de l'éducation, enfin de l'enseignement, demandant à ce que soit préservé le camp. Et on est au printemps 1945. Et du coup, l'État veut protéger, veut éviter la destruction et va classer au monument historique le sol du camp et la chambre à gaz dès 1951. Donc c'est une volonté extrêmement précoce qu'on doit souligner et dont on doit se féliciter parce que ça n'a pas été le cas partout. Et on a notamment en Allemagne des camps qui ont disparu très rapidement parce qu'il n'y a pas eu cette volonté. Mais là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que ce soit l'État et que ce ne soit pas une volonté locale, comme en Allemagne souvent, de préserver. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous citez souvent le Lévitique, ça peut être la conclusion, non? Voilà. Très bien. Merci.